Tout commence un matin de printemps, dans un vieil immeuble du quartier de la Libération, à Nice. Les ouvriers s'affairent à rénover un appartement laissé à l'abandon depuis plusieurs années. L'un d'eux, en abattant une cloison derrière une cuisine vétuste, remarque une odeur âcre, persistante, qui envahit aussitôt la pièce. Ce n'est pas l'humidité, ni la moisissure, c'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus organique. Il s'approche, le marteau encore à la main, et retire quelques briques. Derrière le mur, un vide, un espace dissimulé. Et, à l'intérieur, quelque chose qui ressemble à un sac en plastique gris, épais, fermé avec du ruban adhésif jauni par le temps. Quand il tire dessus, le plastique se déchire. Une mèche de cheveux bruns s'en échappe, puis un visage, ou plutôt ce qu'il en reste. L'homme recule, tétanisé. Il lâche un cri que les voisins, plus tard, diront ne jamais oublier. Il n'y a pas de doute possible. Derrière ce mur, un corps a été emmuré. Un corps desséché, momifié par les années, figé dans une posture de repli, comme s'il avait tenté de se protéger au moment ultime. Quelques minutes plus tard, les sirènes de la police et des pompiers résonnent dans la rue. Les habitants, intrigués, sortent sur les balcons. Dans cette petite copropriété tranquille, personne ne comprend ce qui se passe. Certains croient à un accident domestique, d'autres à la découverte d'un animal mort. Mais quand les enquêteurs descendent du fourgon, leur regard grave suffit à faire taire toute rumeur. Il s'agit d'un crime. À l'intérieur, l'air est irrespirable. Les techniciens de l'identité judiciaire avancent lentement, vêtus de combinaisons blanches, masques sur le visage. Le mur est ouvert avec précaution. Ce qu'ils découvrent dépasse l'imagination. Le cadavre, momifié par le temps et les conditions de confinement, est encore en position accroupie. À ses pieds, quelques objets. Une paire de chaussures usées, un petit bracelet et un téléphone portable hors d'usage. La scène est à la fois silencieuse et oppressante. On n'entend que le bruit des appareils photo des techniciens et le froissement des gants en latex. Le commandant de la PG de Nice, présent sur place, ordonne aussitôt de sécuriser les lieux. L'appartement devient une scène de crime à part entière. Les premières analyses laissent supposer que le corps se trouve là depuis plusieurs années. Mais qui était cette personne? Et surtout, comment un cadavre a-t-il pu rester caché aussi longtemps dans un immeuble habité sans que personne ne s'en aperçoive? Les enquêteurs inspectent chaque recoin. Les murs portent encore les traces d'une peinture beige défraîchie. Le parquet gondolé témoigne d'une humidité ancienne. Sur une table, un courrier administratif oublié, daté de 2016. Un détail qui, plus tard, aura toute son importance. Dehors, les journalistes commencent à arriver. La nouvelle s'est répandue en quelques heures. Un corps momifié découvert dans un mur au cœur de Nice. Les voisins, médusés, livrent leurs impressions aux caméras. « On ne savait rien, vraiment », dit une femme âgée, tremblante. « On l'avait bien vue, la locataire d'avant, mais elle avait disparu du jour au lendemain. » La police s'intéresse aussitôt à cette mention. Une locataire disparue? Depuis quand? Un agent de la brigade de sûreté urbaine est envoyé à la mairie pour consulter les anciens baux de location. Le nom d'une femme apparaît, Sophie Laurent, née en 1983, dernière occupante connue de l'appartement. D'après le registre, le logement n'avait pas été officiellement libéré. Les loyers avaient cessé d'être payés en 2018. Le propriétaire, vivant à l'étranger, avait laissé l'affaire à l'abandon, jusqu'à la récente décision de rénover pour relouer. 7 années se sont écoulées entre le silence et la découverte. Rapidement, la PG fait le lien entre ce nom et une disparition signalée à Nice en 2017. Sophie Laurent, 34 ans, employée dans une société d'événementiel, avait été déclarée disparue par une amie après plusieurs jours sans nouvelles. L'affaire n'avait pas débouché, faute d'indices. À l'époque, les enquêteurs avaient envisagé un départ volontaire. Pas de traces de lutte, pas d'activité suspecte sur ses comptes bancaires, aucun témoin d'un conflit. Puis, le dossier avait été classé, comme tant d'autres, sous la mention « disparition inquiétante, non élucidée ». Et voilà que, 8 ans plus tard, son corps ressurgit, littéralement du mur. À la morgue, les premières constatations médico-légales confirment l'identité probable. Le squelette correspond à la morphologie de la disparue, et un bijou retrouvé sur le poignet, un petit bracelet en argent gravé d'un prénom, correspond à celui qu'elle portait sur une photo conservée par sa sœur.
Mais pour en avoir la certitude, il faudra attendre les résultats ADN. Pendant ce temps, les enquêteurs retournent sur les lieux. Ils examinent la structure du mur. Les couches de plâtre montrent une construction postérieure à l'aménagement d'origine de l'appartement. Un maçon consulté sur place affirme que cette cloison a été montée de manière artisanale, probablement dans la précipitation. Autrement dit, quelqu'un a volontairement enfermé le corps derrière ce mur. Mais quand et pourquoi? L'hypothèse d'un drame domestique surgit très vite. Certains voisins se souviennent avoir entendu des disputes dans l'appartement avant la disparition. Une femme crie, un homme répond, puis plus rien. L'un d'eux confie au policier « Je croyais qu'ils s'étaient séparés. Après, je ne l'ai plus revu. » Il dit c'est... Les enquêteurs fouillaient dans les fichiers. Sophie Laurent vivait avec un compagnon, Marc Dumas, âgé de 42 ans à l'époque, technicien en climatisation. Mais Marc Dumas, lui aussi, a quitté Nice peu après la disparition. Son nom figure dans un déménagement vers la région de Perpignan en 2018. Depuis, plus aucune trace. À ce stade, tout reste ouvert. Accident dissimulé, meurtre, suicide maquillé. Les enquêteurs savent qu'ils n'ont pour l'instant qu'un corps et un mur. Pourtant, dans le silence du vieil immeuble, une vérité enfouie depuis presque une décennie commence lentement à émerger. Une vérité que personne, pas même les anciens voisins, n'aurait osé imaginer. Et tandis que les experts poursuivent les analyses, la police judiciaire de Nice s'apprête à rouvrir un dossier que beaucoup pensaient définitivement oublié. La suite de l'affaire va révéler bien plus qu'un simple crime dissimulé. Un drame intime, tissé de mensonges, de peur et de solitude, dont les murs de cet appartement garderont longtemps la mémoire. Avant d'être un nom inscrit dans un dossier de disparition, Sophie Laurent était une jeune femme bien connue dans son quartier. Elle vivait seule depuis peu, dans ce modeste appartement de la rue Alfred Binet, à 2 pas du marché de la Libération. Une adresse sans prestige, mais vivante, colorée, à l'image de ce qu'elle aimait. Les bruits de la ville, les discussions dans les cafés, les odeurs de fleurs et d'épices. À 34 ans, Sophie menait une existence tranquille. Rien, dans sa vie apparente, ne semblait annoncer le drame. Ses journées suivaient un rythme régulier. Elle travaillait dans une agence d'événementiel, un petit bureau installé près du port de Nice. Elle s'occupait de la logistique, des réservations, de la coordination avec les prestataires. Ses collègues la décrivaient comme quelqu'un de fiable, souriante mais discrète, toujours prête à rendre service. Le matin, elle arrivait la première, un café à la main, souvent vêtue simplement d'un jean et d'une veste claire. Elle ne parlait pas beaucoup de sa vie privée, confiera plus tard une collègue, mais elle dégageait une forme de tristesse qu'on ne comprenait pas toujours. Le soir, Sophie rentrait directement chez elle. Parfois, elle s'arrêtait à la supérette du coin, achetait quelques courses, saluait le commerçant avec un sourire timide. Elle vivait seule depuis peu, une rupture, disait-on, avec un homme plus âgé. Un certain Marc Dumas, rencontré quelques années plus tôt. Ils avaient emménagé ensemble en 2015, après une relation rapide, presque fusionnelle. Mais avec le temps, quelque chose s'était détérioré. Les voisins racontent qu'au début, tout paraissait simple. On les voyait rentrer ensemble, faire des travaux, partager des repas sur le balcon. Puis, peu à peu, les disputes ont remplacé les rires. Les portes qui claquent, les éclats de voix dans la nuit. Une tension permanente que le voisinage percevait sans oser intervenir. On entendait parfois des objets tomber ou des pleurs étouffés, dira une locataire du rez-de-chaussée. Mais vous savez, on se dit toujours que ça ne nous regarde pas. Sophie, selon ses proches, avait un caractère réservé, presque effacé. Elle supportait beaucoup, sans jamais se plaindre ouvertement. Ses amis, peu nombreux mais fidèles, évoquent une femme douce, empathique, souvent trop conciliante. Lorsqu'elle parlait de Marc, elle alternait entre affection et malaise. « Il a ses sautes d'humeur, mais il m'aime », disait-elle parfois, comme pour se convaincre. Pourtant, à mesure que la relation s'enlisait, Sophie s'était éloignée. Elle appelait moins, sortait rarement, se repliait sur elle-même. Au printemps 2017, quelque chose change. Elle annonce à une amie d'enfance, Amélie, qu'elle envisage de quitter Marc. « J'en ai assez de marcher sur des œufs », aurait-elle confié au téléphone. « Il est devenu imprévisible. » Mais aucun signe ne laisse présager la suite. Le 12 juin 2017, Sophie est vue pour la dernière fois au travail.
Elle quitte l'agence vers 18 h, saluant brièvement sa supérieure. Le lendemain, elle ne se présente pas. Ni le surlendemain. Au début, ses collègues pensent à un arrêt maladie. Puis l'inquiétude monte. Son téléphone reste muet, ses réseaux sociaux figés. Amélie tente de la joindre sans succès. Elle passe chez elle, sonne, frappe, rien. La fenêtre du salon est entr'ouverte, mais les volets sont tirés. L'appartement paraît vide. Au bout de quelques jours, elle signale la disparition à la police. L'enquête préliminaire n'aboutit à rien. Aucune trace de fuite volontaire. Pas de bagages, pas de transactions bancaires, pas de billets de train ou d'avion. Marc Dumas, interrogé, explique que Sophie a voulu prendre du recul, qu'ils avaient eu une dispute, mais qu'il pensait qu'elle reviendrait. Son ton est calme, presque détaché. Les policiers ne trouvent pas de preuves directes contre lui, mais notent quelques incohérences, des horaires flous, des contradictions mineures dans son récit. L'affaire reste ouverte quelques semaines, puis s'enlise. Sans témoins, sans mouvement financier, sans corps, le dossier finit par rejoindre la longue liste des disparitions non élucidées. Pour la famille, c'est un choc. Sophie avait peu de proches, une sœur cadette vivant à Lyon, des parents âgés installés dans la Drôme. Tous étaient mobilisés, placardant des affiches, alertant la presse locale, contactant les associations de recherche. Mais au fil des mois, l'espoir s'est éteint. Plus personne ne parlait d'elle, sinon dans quelques cercles de souvenirs. Et l'appartement, lui, est resté figé dans le temps. Les loyers impayés s'accumulent, les courriers s'entassent dans la boîte aux lettres. Le propriétaire, à l'étranger, finit par couper les comptes et fermer le logement. Derrière les murs, le silence devient absolu. Pendant toutes ces années, la façade beige du petit immeuble n'a rien laissé transparaître. Les nouveaux habitants n'ont rien remarqué. Pas d'odeur, pas de traces, pas de plainte. C'est comme si Sophie s'était dissoute dans la pierre. Pourtant, en revenant sur les témoignages d'époque, un détail retient l'attention des enquêteurs après la redécouverte du corps. Un voisin du 3e étage avait affirmé, lors de sa première audition en 2017, avoir entendu des bruits de perceuse tard dans la nuit, quelques jours après la disparition de Sophie. À l'époque, ce détail avait été jugé sans importance, mais aujourd'hui, il prend un tout autre sens. Si ce bruit correspondait à la construction du mur derrière lequel on a retrouvé le corps, cela signifierait qu'il a été bâti immédiatement après la disparition, et donc que le ou les auteurs vivaient encore dans l'appartement à ce moment-là. Cette hypothèse glace d'autant plus les enquêteurs qu'elle suggère une préméditation, ou du moins une volonté froide d'effacer toute trace. En retraçant la chronologie, la police judiciaire de Nice commence à reconstituer les derniers jours de Sophie Laurent. Son téléphone portable s'était éteint brusquement le soir du 12 juin, à 22h14. Les antennes relais l'avaient localisé pour la dernière fois à son domicile. Aucun autre signal n'avait été détecté depuis. À partir de ce moment, tout s'arrête. Plus de messages, plus d'appels, plus de connexions. Les enquêteurs reprennent contact avec Marc Dumas, désormais installé dans les Pyrénées-Orientales. Ils le convoquent pour un nouvel entretien. Mais avant même d'en arriver là, un autre élément, découvert sur la scène du crime, va relancer l'affaire dans une direction inattendue. Une trace, presque invisible, laissée sur le mur lui-même, comme une signature oubliée du passé. Avant de devenir un dossier d'enquête, Sophie et Marc formaient un couple que beaucoup décrivaient comme normal. Ni particulièrement fusionnel, ni franchement malheureux, du moins en apparence. Ils s'étaient rencontrés à une soirée organisée par des amis communs à Antibes, un soir d'été 2014. Sophie, à l'époque, sortait d'une relation difficile. Elle venait de changer d'emploi, s'était installée seule dans un petit studio. Marc, lui, approchait la quarantaine et semblait sûr de lui, posé, protecteur. Leur rapprochement avait été rapide. En quelques mois, ils s'étaient installés ensemble à Nice, dans ce 2 pièces lumineux qu'ils avaient décoré à leur goût. Aux yeux des proches, Marc donnait l'image d'un homme stable, travailleur, un peu secret. Technicien en climatisation, souvent en déplacement, il parlait peu de lui. Ses collègues, interrogés plus tard par la police, diront qu'il n'était ni bavard ni méchant, mais qu'il avait ce regard parfois froid comme ailleurs. D'autres se rappellent un tempérament plus abrupt. Il pouvait s'énerver vite, surtout quand quelque chose lui échappait. Ah oui, oh, Sophie, elle, incarnait tout l'inverse. Réservée,
douce, attentive, elle n'aimait pas les conflits. Dans ses messages à ses amis, on retrouve souvent les mêmes phrases. « Je ne veux pas envenimer les choses, ce n'est pas si grave. Il est fatigué, il ne pense pas ce qu'il dit. » Peu à peu, sans qu'elle s'en rende compte, sa vie s'était rétrécie autour de lui. Les invitations déclinaient, les sorties se faisaient rares. Marc n'aimait pas qu'elle voie trop ses amis. Il disait que ces gens-là ne la comprenaient pas, qu'ils l'influençaient contre lui. Un contrôle doux, insidieux, mais constant. Amélie, son amie de toujours, se souvient. Elle trouvait toujours des excuses. Quand on proposait un dîner, elle disait qu'elle avait mal à la tête ou que Marc ne voulait pas sortir. C'était devenu presque automatique. Ce contrôle s'étendait à tout, les vêtements, les horaires, les appels. Sophie avait fini par effacer certaines discussions de son téléphone par peur qu'il les lise. Elle vivait dans un équilibre fragile, entre la peur de déplaire et le désir d'apaiser. Pourtant, malgré ces signes, personne ne parlait de violence physique. Les disputes, bien qu'intenses, semblaient se limiter à des mots. Mais les mots, à la longue, avaient laissé des traces invisibles. Un soir, en novembre 2016, Sophie confie à une collègue qu'elle envisage de prendre un peu de distance. Elle évoque des tensions, une atmosphère lourde, sans donner de détails. Sa collègue, inquiète, lui conseille de venir passer quelques jours chez elle. Sophie refuse poliment. Quelques jours plus tard, elle revient au bureau, fatiguée, mais souriante, comme si de rien n'était. Rien. Les mois suivants, Marc et elle semblent renouer. Ils partent quelques jours dans le Var, postent une photo ensemble, la dernière connue. On les voit attablés dans un petit restaurant, verre de vin à la main, le sourire un peu figé. C'est cette photo que les médias ressortiront bien plus tard, après la découverte du corps. Un cliché banal, mais glaçant, quand on connaît la suite. À la reprise de l'enquête, les policiers s'intéressent de près à Marc Dumas. Son profil intrigue, pas de casier judiciaire, pas de plainte déposée contre lui, mais un passé personnel trouble. Une ancienne compagne, retrouvée dans les fichiers, avait déjà signalé des comportements possessifs. Il voulait tout savoir, tout contrôler, expliquera-t-elle. Une autre, brièvement interrogée, parlera d'un homme capable de grande gentillesse, mais imprévisible. L'enquête financière ne révèle rien d'illégal. Mais les communications téléphoniques de l'époque montrent un schéma étrange. Marc appelait Sophie plusieurs fois par jour, parfois à quelques minutes d'intervalle. Puis, brutalement, plus rien. La veille de la disparition. Dans l'appartement, les techniciens retrouvent plusieurs objets appartenant au couple. Des meubles en bois clair, un vieux canapé, des photos de vacances. Sur une étagère, un cadre attire l'attention. Une photo de Sophie, seule, posant sur la promenade des Anglais. Au dos, une inscription à l'encre bleue. « Pour toujours, monsieur ». Cette initiale, simple, banale, prendra un sens sinistre quand les experts détermineront que le mur derrière lequel le corps était caché avait été refait dans la même période où Marc vivait encore sur place. Ce lien matériel, un mur, une main, un nom, devient le fil conducteur de l'enquête. Les policiers interrogent de nouveau les anciens voisins. Certains se souviennent d'un détail précis. Pendant plusieurs semaines, après la disparition de Sophie, l'appartement était resté allumé tard dans la nuit. Un voisin, à l'étage supérieur, affirme avoir entendu des bruits sourds, des coups répétés, puis plus rien. À l'époque, il avait pensé à des travaux. Une voisine du palier, en revanche, garde en mémoire une odeur persistante, comme quelque chose qui brûle ou pourrit. Je croyais que c'était un problème de canalisation. Quand elle en avait parlé à Marc, il lui avait répondu d'un ton sec. « J'ai nettoyé, c'est réglé ». Après son départ, l'odeur avait disparu. Dans les dossiers de la mairie, les enquêteurs découvrent que Marc Dumas a officiellement quitté le logement quelques mois plus tard, à l'automne 2017. Aucune plainte, aucun signalement, rien ne l'avait empêché de refaire sa vie ailleurs. À Perpignan, où il s'est installé, il vit désormais avec une nouvelle compagne. Lors de la réouverture du dossier, elle sera entendue à son tour. Elle décrit un homme attentionné, mais parfois colérique. Il pouvait exploser pour des détails, dira-t-elle. Interrogée sur son passé, elle admet qu'il évoquait rarement Nice. Juste une phrase qu'elle n'avait jamais comprise. « J'ai laissé là-bas quelque chose que je ne veux plus revoir. »
Cette phrase, notée dans le procès-verbal, devient un élément central de la procédure. Les enquêteurs, persuadés que Marc cache quelque chose, demandent une analyse ADN complète sur les traces relevées sur les débris du mur. Parmi les poussières et fragments de plâtre, un cheveu, presque intact, est retrouvé. Il ne s'agit pas de celui de Sophie. Les analyses confirment ce que la police pressentait. Le profil génétique correspond à Marc Dumas. Ce résultat, obtenu 8 ans après la disparition, ne constitue pas encore une preuve absolue de culpabilité. Mais il ancre sa présence sur les lieux au moment de la dissimulation du corps. Et cette donnée change tout. Les enquêteurs savent désormais qu'ils tiennent une piste solide. Reste à comprendre pourquoi et comment un homme sans antécédents apparemment ordinaire aurait pu commettre un acte aussi froid. La réponse, peut-être, se cache dans les semaines qui ont précédé la disparition. Une période marquée par des tensions extrêmes, des menaces voilées et une peur grandissante chez Sophie. Les mois qui précèdent la disparition de Sophie Laurent sont marqués par une tension invisible, diffuse mais constante. Pour ses proches, tout semble à la fois ordinaire et un peu décalé. Comme si quelque chose s'était déréglé dans sa vie, sans qu'elle puisse en parler vraiment. Au début de l'année 2017, Sophie paraît plus nerveuse. Ses collègues remarquent qu'elle sursaute souvent au téléphone, qu'elle vérifie sans cesse ses messages, qu'elle évite de parler de son compagnon. Un jour, en sortant du bureau, elle confie discrètement à une collègue. « J'aimerais changer de numéro. Il m'appelle trop souvent, même quand je suis au travail. » Elle rit en disant cela, comme pour banaliser la situation, mais ses yeux, eux, trahissent la fatigue. Ce n'est plus de la lassitude, c'est de la peur contenue. À cette époque, Marc Dumas traverse, selon ses dires, une période difficile. Son entreprise a perdu un contrat important. Il passe plus de temps à la maison, prétextant vouloir s'occuper de l'appartement, pendant qu'il cherche un nouveau poste. Mais autour de lui, tout semble tourner à l'obsession. Les horaires de Sophie, ses appels, ses collègues masculins. Il fouille dans son sac, vérifie ses mails et lui demande chaque soir où elle était, avec qui, pourquoi elle a souri à tel client. Dans le voisinage, certains se souviennent d'un changement brutal. Marc, auparavant discret, devient nerveux, bruyant, parfois agressif. Une voisine du dessous raconte « Je l'entendais marcher de long en large, des coups de poing contre les murs, puis le silence. Ça me glaçait. » Sophie, elle, s'efface peu à peu. Elle cesse de venir au repas de famille, prétextant la fatigue. Sa sœur, qui vit à Lyon, tente de la convaincre de venir passer quelques jours chez elle, mais Sophie refuse. « Ce n'est pas le moment. Il a besoin de moi. » Ce « il a besoin de moi » résonnera tragiquement plus tard. Au printemps, les signes d'isolement deviennent évidents. Sophie supprime ses réseaux sociaux. Elle ne répond plus à certains amis. Mais elle entretient encore, discrètement, un lien avec Amélie, son amie d'enfance. Leur dernière conversation connue, quelques jours avant la disparition, est restée dans le dossier d'enquête. Un échange de messages simples, mais lourds de sens. « Ça va ? Tu sembles absente ces temps-ci. » Fatiguée, un peu sous pression. Il t'a encore crié dessus. Non, pas aujourd'hui. Il s'excuse souvent. Il dit qu'il m'aime. Ah, non. C'est la dernière fois qu'Amélie aura de ses nouvelles. Dans les semaines suivantes, plusieurs éléments inquiétants s'accumulent. Une collègue de Sophie, intriguée par son comportement, note qu'elle portait souvent des manches longues, même sous la chaleur du printemps niçois. Un jour, elle aperçoit une marque sombre sur son poignet, que Sophie cache aussitôt. Interrogée à ce sujet après la découverte du corps, elle dira simplement « Elle m'a dit qu'elle s'était cognée ». Mais sa voix tremblait. « Yahoo !» L'enquête révélera plus tard qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée. Pas de signalement de violence, pas de certificat médical. Sophie faisait partie de ces milliers de femmes qui tentent de composer avec la peur, sans la nommer. Marc, de son côté, semble sombrer dans une forme de paranoïa silencieuse. Il installe une serrure supplémentaire sur la porte, change les codes de la boîte mail et exige que Sophie lui montre son téléphone. Il lit ses messages, contrôle ses appels, commente ses conversations. « Je veux juste être sûr que tu ne me caches rien », répétait-il. Ce climat étouffant atteint son paroxysme à la fin du mois de mai 2017. Ce soir-là, selon le témoignage d'un voisin, les cris ont duré longtemps.
Des voix mêlées, des objets qui tombent, puis un grand silence. Le lendemain, Sophie ne sort pas. Les volets restent fermés. 2 jours plus tard, elle se rend au travail, les traits tirés. Elle dit à sa supérieure qu'elle songe à partir quelques jours, sans préciser où. Elle ajoute « J'ai besoin de me retrouver un peu ». Mais elle n'aura pas le temps de le faire. Les policiers, en reconstituant cette chronologie, découvrent aussi un autre élément. Le téléphone de Sophie, dans les jours précédant sa disparition, a reçu plusieurs appels masqués, la nuit. Les relevés prouvent que ces appels provenaient du même quartier, probablement d'un téléphone prépayé. Marc, interrogé sur ce point, prétend ne rien savoir. Mais les enquêteurs découvrent, dans ses anciens relevés bancaires, l'achat d'une carte SIM anonyme, effectuée dans un bureau de tabac du centre-ville quelques jours avant. Ces coïncidences deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Elles dessinent un portrait plus complexe que celui d'un simple couple en crise. Un climat de domination, de peur et de contrôle. Le soir du 12 juin, dernier jour où Sophie est vue en vie, plusieurs voisins remarquent la lumière allumée tard dans l'appartement. Vers 23 heures, un bruit sourd, comme un choc contre le mur. Puis le silence. Un seul témoin, un adolescent du bâtiment d'en face, dira avoir aperçu une silhouette masculine sur le balcon, en pleine nuit, jetant quelque chose dans une poubelle. Mais son témoignage, vague et tardif, ne permet pas d'établir la certitude d'un crime. C'est seulement des années plus tard, lors de la réouverture du dossier, que la police scientifique mettra en évidence, sur le mur même où le corps avait été retrouvé, une série d'impressions digitales partielles. Trop abîmées pour être identifiées à l'époque, elles sont désormais comparées grâce à une technologie plus récente. Les empreintes appartiennent bien à Marc Dumas. Et elles datent précisément de la période où la cloison avait été refaite. Le puzzle commence à se recomposer. Une dispute, une peur, un geste irréversible. Puis la dissimulation. Tout semble indiquer que Marc a scellé le corps de Sophie derrière ce mur, dans la panique ou la froideur. Les enquêteurs hésitent encore. Pourtant, ce n'est pas la preuve d'un meurtre prémédité. L'absence de traces de sang, de blessures nettes, laisse ouverte la possibilité d'une altercation violente qui aurait mal tourné. Mais l'acte de dissimulation, lui, ne laisse aucun doute sur la volonté de cacher la vérité. Quand les policiers reprennent contact avec Marc en 2025, il nie tout en bloc. Il affirme n'avoir jamais touché à ce mur, qu'il a quitté Nice sans savoir que Sophie était morte. Mais son ton, selon le rapport d'audition, reste froid, presque mécanique. Et lorsqu'on lui apprend que des cheveux et des empreintes lui appartenant ont été retrouvés derrière la cloison, il répond simplement « C'est impossible » ou alors « Quelqu'un essaye de me piéger ». L'interrogatoire s'interrompt. Les enquêteurs savent qu'ils viennent de franchir une étape cruciale. Derrière les contradictions, une vérité s'impose. La disparition de Sophie n'a rien d'un accident. Et le mur de l'appartement de la rue Alfred Binet n'a pas été construit pour des raisons esthétiques. Ce soir-là, à Nice, une équipe d'enquêteurs reste encore longuement dans les bureaux de l'APG. Les photos du mur, les relevés ADN, les anciens rapports de voisinage sont étalés sur la table. Au centre, le visage de Sophie, tiré d'une vieille photo, semble les observer. Une existence effacée, un silence trop long, un mystère enfin fissuré. La dernière semaine de vie de Sophie Laurent s'annonce d'abord comme une parenthèse fragile, un équilibre précaire entre espoir et peur. Autour d'elle, tout semble identique. Le même trajet vers le travail, les mêmes collègues, le même sourire discret lorsqu'elle passe la porte de l'agence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Ses proches le sentiront plus tard, en relisant ses derniers messages. Un ton plus hâtif, plus inquiet, une urgence silencieuse. Le lundi 5 juin 2017, Sophie envoie un SMS à son amie Amélie. « Je crois que je vais partir. J'ai trouvé un petit studio, juste le temps de souffler. » Si. Amélie la félicite, lui propose même de venir l'aider à déménager. Mais dès le lendemain, Sophie change d'avis. « Pas tout de suite. Je veux d'abord lui parler calmement. » Ces hésitations résument que la nature même du lien qui l'unit encore à Marc Dumas, une relation oscillant entre peur et attachement, entre désir de fuite et illusion de réconciliation. À cette période, Marc est sans emploi depuis plusieurs semaines. Il passe ses journées enfermé dans l'appartement, prétendant bricoler, mais les voisins le voient souvent assis sur le balcon, une cigarette à la main, le regard vide.
L'un d'eux confiera plus tard. Il avait ce regard, comme s'il surveillait quelque chose ou quelqu'un. Le 7 juin, Sophie rentre plus tard que d'habitude. Son portable enregistre plusieurs appels manqués de Marc, tous entre 18h30 et 19h. Elle répond finalement à 19h15. Ce sera leur première dispute ouverte enregistrée par le voisinage. Des cris, une porte qui claque, puis le son sourd d'un objet qui tombe. Un voisin du dessous montera frapper à leur porte. Marc lui ouvrira, calme, presque souriant. Rien de grave, un accident. Elle a fait tomber un vase. Mais à l'intérieur, Sophie pleure. Elle écrit à Amélie quelques minutes plus tard. « Je crois qu'il a peur que je parte. Il est différent. » Ce message sera le dernier envoyé depuis son téléphone avant le soir de sa disparition. Le jeudi, Marc passe la journée dehors. Il retire de l'argent, achète du matériel dans un magasin de bricolage, selon les relevés, un lot de sacs plastiques, du ruban adhésif, du plâtre et un petit marteau. L'enquête ne saura jamais déterminer s'il préparait déjà son geste ou s'il s'agissait d'un achat banal. Mais dans la chronologie, ce détail pèsera lourd. Le vendredi 9 juin, Sophie quitte le bureau plus tôt. Elle paraît nerveuse. Sa supérieure, inquiète, lui demande si tout va bien. « Oui, juste un peu fatiguée », répond-elle. Ce sera la dernière fois que quelqu'un de son entourage professionnel la verra vivante. Les jours suivants, les communications s'arrêtent. Plus d'appels, plus de messages, plus de signes de vie. Et, comme toujours dans ces drames, le silence devient le premier indice. Selon la reconstitution judiciaire effectuée après la découverte du corps, la soirée du 12 juin 2017 aurait été marquée par une violente dispute. Les experts en acoustique, analysant les témoignages des voisins et les traces retrouvées sur place, estiment que l'altercation a duré entre 20 et 30 minutes. La cause ? Une décision de Sophie de partir pour de bon. Des fragments de conversation rapportés par une voisine laissent deviner la scène. « Tu veux vraiment me quitter ? J'ai besoin de respirer, Marc. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça ? » Puis le bruit d'un choc, un silence, et plus rien. La suite n'est que supposition, mais la reconstitution médico-légale appuie un scénario précis. Une altercation brutale, une chute, un choc fatal. Les fractures constatées sur le squelette correspondent à une pression exercée sur le thorax, typique d'une immobilisation forcée. Les experts évoquent une asphyxie mécanique. Aucune trace de ligature, aucun signe de coup porté avec un objet. Tout laisse penser à une mort survenue dans le feu d'une dispute. Mais c'est ce qui suit qui glace les enquêteurs. Car, selon la chronologie, Marc Dumas ne quitte pas immédiatement l'appartement. Il reste, toute la nuit. Et le lendemain, il entame ce que la police qualifiera plus tard de « processus de dissimulation méthodique ». Dans la cuisine, les techniciens découvrent, sur les plinths, de minuscules traces de plâtre et de poussière. Sur la table, une empreinte de boîte de clous. Et dans les décombres du mur, retrouvés des années plus tard, un fragment de sac plastique portant encore une étiquette d'un magasin de bricolage. Celui-là même où Marc avait effectué son achat 3 jours avant la disparition. Les policiers en concluent qu'il a dissimulé le corps dans la cloison dans les 24 à 48 heures qui ont suivi la mort. Une cloison montée à la hâte, derrière un pan de mur existant, créant une cavité juste assez grande pour contenir un corps replié. Le geste est froid, presque industriel, aucune trace de panique. Tout indique une volonté de « fermer la scène » au sens propre. Après cela, Marc reste encore plusieurs semaines à Nice. Il continue de répondre aux messages des proches de Sophie, se faisant passer pour elle. Les relevés téléphoniques le prouvent. Il a utilisé son téléphone pour envoyer quelques SMS laconiques du type « besoin de m'isoler » ou « je vais bien, ne t'inquiète pas ». Ces messages, courts, sans ponctuation ni accent, trahissent une main différente. Amélie dira « ce n'était pas elle, je l'ai senti tout de suite ». Puis, à la fin de l'été, Marc quitte l'appartement. Il coupe le courant, ferme les volets, laisse les clés dans la boîte aux lettres du propriétaire, comme si de rien n'était. La vie reprend autour. L'immeuble change d'habitant, les années passent. Et derrière le mur, le corps de Sophie demeure, enfermé dans ce silence absolu. Pour les enquêteurs, la découverte de ces faits, 8 ans plus tard, a une résonance presque insoutenable. Chaque élément, chaque trace retrouvée raconte une lente montée vers la tragédie, sans explosion spectaculaire.
une spirale intime, étouffante, où la peur devient la seule compagne. Quand le procureur de la République de Nice reçoit le rapport complet de la police judiciaire, il ordonne la réouverture officielle de l'instruction. Marc Dumas, placé sous surveillance, est convoqué à nouveau pour un interrogatoire. Mais il nie tout. Il prétend qu'il n'a jamais revu Sophie après une dispute mineure, qu'il a tourné la page, et qu'il ne comprend pas comment son ADN a pu se retrouver sur les lieux. Face à cette froideur, un enquêteur résume, dans une note de service, l'homme paraît sincèrement convaincu qu'il peut s'en sortir par le déni. Mais son regard, quand on évoque le mur, change. C'est là que la peur passe. Ce regard, ce silence et cette peur seront au cœur de la suite de l'enquête. Car pour la première fois, la justice détient des preuves matérielles. Reste à transformer ces preuves en vérité judiciaire. La nuit du 12 juin 2017 à Nice restera, pour les enquêteurs, comme un moment suspendu entre le doute et l'horreur. Pendant 8 ans, personne n'a su ce qui s'était réellement passé dans ce 2 pièces discret de la rue Alfred Binet. Mais les reconstitutions médico-légales, les témoignages recoupés et les analyses récentes permettent aujourd'hui d'en approcher la vérité. Une vérité sans éclat, sans cri spectaculaire, mais d'une violence froide, intime, presque muette. Ce soir-là, Sophie Laurent rentre chez elle vers 18h40. Elle porte une robe claire, un sac en bandoulière et une enveloppe pliée dans sa main. Une lettre de préavis de départ qu'elle compte remettre à Marc. Elle l'a écrite la veille, d'une écriture hésitante. « Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux plus vivre comme ça. J'ai besoin de partir. » À cet instant, elle ne se doute pas que cette décision, banale dans d'autres couples, sera son arrêt de mort. Marc Dumas, lui, est déjà sur place. Les volets sont clos, la télévision allumée sans son et l'appartement respire la tension. Sur la table, 2 verres à moitié remplis et un reste de vin blanc. Selon la reconstitution, Sophie entre, pose son sac et tente d'entamer la conversation calmement. Les enquêteurs imaginent la scène à partir des objets retrouvés et des traces acoustiques. Le ton monte, des pas précipités, une chaise renversée. Sophie aurait tenté de se diriger vers la porte. Marc l'en empêche. Un échange de cris, puis un choc sourd, celui d'un corps heurtant le sol ou le mur. Les marques sur le plâtre, relevées 8 ans plus tard, correspondant à un impact à hauteur d'épaule. Le médecin légiste, en examinant les ossements, a conclu à une fracture du sternum compatible avec une pression prolongée. Pas un coup de poing, pas une arme, mais un poids. Quelqu'un maintenant sa victime au sol, longtemps. La cause du décès, bien que difficile à établir avec précision, serait une asphyxie mécanique par compression thoracique. Autrement dit, une mort lente, silencieuse, provoquée par un geste de domination totale. Un meurtre d'épuisement, pas de rage. Un meurtre de contrôle. La suite, Marc la gère avec une froideur qui glace les enquêteurs encore aujourd'hui. Aucune trace de panique, aucune tentative de fuite immédiate. Il reste sur place plusieurs heures. Les luminances relevées sur les compteurs électriques indiquent une activité domestique jusqu'à 2 heures du matin. L'eau a été utilisée, sans doute pour nettoyer. Des détergents à base d'ammoniac, identifiés dans les poussières du sol, confirment un nettoyage méticuleux. À 4 heures, selon la chronologie du dossier, il descend les poubelles. Des sacs lourds, repérés par une caméra municipale floue. Le contenu n'a jamais été retrouvé. On ignore ce qu'il contenait, mais un technicien évoquera plus tard des objets personnels de la victime. Vêtements, papiers, effets de toilette, autant d'éléments qui auraient pu relier Sophie à l'appartement. Au matin, il ferme les volets, coupe la lumière et s'assoit sur le canapé. Il ne quitte pas les lieux, il ne prévient personne, il ne compose aucun numéro d'urgence. À partir de là, commence ce que les enquêteurs appelleront plus tard la mise au tombeau domestique. Les techniciens en bâtiment de l'APG ont démontré que la cloison derrière laquelle le corps de Sophie a été découvert avait été construite le lendemain même du drame. Le type de plâtre, la colle, le mortier, tous les matériaux datent de cette semaine précise. Marc, bricoleur expérimenté, aurait travaillé toute la journée à monter un mur provisoire entre 2 pans de la cuisine. Une dissimulation presque clinique. À l'intérieur, il a placé le corps de Sophie dans une position recroquevillée, enveloppé dans un sac plastique gris épais. Les marques de plis sur les os suggèrent que le corps a été contenu dans un espace exigu, fermé hermétiquement.
Une momification naturelle s'est ensuite opérée, aidée par la chaleur et le manque d'air. L'analyse olfactive effectuée lors de la redécouverte a d'ailleurs confirmé ce phénomène. Le corps s'est desséché sans décomposition visible, créant une sorte de silence chimique qui a empêché la diffusion d'odeurs fortes dans l'immeuble. C'est ce qui explique pourquoi, pendant 8 ans, personne n'a rien remarqué. Mais au-delà du geste technique, ce qui bouleverse les enquêteurs, c'est ce que ce mur raconte. Un mur bâti non pas dans la panique, mais dans la maîtrise. Un mur pensé, ajusté, peint. Comme si, après avoir ôté la vie, Marc avait voulu effacer jusqu'à la trace de celle qu'il prétendait aimer. Dans le dossier, un enquêteur a écrit « Il ne s'agit pas seulement d'un crime, il s'agit d'un effacement, d'un déni de l'existence de la victime. » Et ce constat, froid, rationnel, résume l'essence du drame. Marc ne s'est pas contenté de tuer. Il a voulu faire disparaître. Après la dissimulation, il vit encore plusieurs semaines dans l'appartement. Il dort à quelques mètres du mur, mange, regarde la télévision. Puis, peu à peu, il prépare son départ. Il vend une partie de ses meubles sur des sites de seconde main. Il règle ses dernières factures, coupe le compteur et quitte Nice. La voisine du dessous se souvient l'avoir croisé un matin, valise à la main. Il lui aurait simplement dit « Je pars dans le sud, j'ai besoin de changement. » C'est tout. 8 ans plus tard, quand la police lui présentera les résultats ADN, il restera impassible. Il niera avoir construit le mur, parlera de coïncidence. Mais son regard se durcira lorsqu'on évoquera la lettre de préavis retrouvée, froissée, sous un meuble. Une lettre que Sophie n'a jamais eu le temps de remettre. Les experts en psychologie judiciaire, consultés par le parquet, dresseront alors le portrait d'un homme au profil narcissique, dominateur et déniant toute responsabilité émotionnelle. Pas un psychopathe, pas un tueur en série, mais un homme incapable d'accepter la perte de contrôle. Chez lui, le départ de Sophie équivalait à une humiliation insupportable, écrit l'un d'eux. Le crime apparaît comme une réaction extrême à la perte de domination. Yoti. À ce stade de l'instruction, l'affaire change de nature. Elle n'est plus une disparition, ni même un homicide involontaire, mais un meurtre par asphyxie volontaire avec dissimulation de cadavre. Une requalification lourde qui ouvre la voie à un procès retentissant. Pour la famille de Sophie, la découverte du mur fut un choc, mais aussi une délivrance. Après des années de silence, ils peuvent enfin lui redonner un nom, une tombe, une place. Sa sœur, dans une brève déclaration aux médias, dira seulement « Elle voulait partir, pas mourir. Maintenant, on sait qu'elle n'a jamais eu le choix. » Dans les locaux de la PG de Nice, l'affaire est désormais sous la direction du juge d'instruction. Les enquêteurs, après tant d'années, sentent qu'ils touchent à la vérité. Mais il reste encore à prouver ce que Marc nie obstinément, son intention de tuer. C'est là que les révélations à venir, témoignages, aveux partiels, éléments techniques vont bouleverser la suite de la procédure. Car bientôt, la vérité n'aura plus besoin de murs pour se faire entendre. Au lendemain de la découverte du corps, la police judiciaire de Nice rouvre officiellement le dossier classé depuis 8 ans. Un dossier poussiéreux, oublié dans les archives, redevient soudain le centre de toutes les attentions. L'affaire du mur de Nice, comme les médias l'appellent rapidement, fascine autant qu'elle révulse. Mais derrière les gros titres, les enquêteurs, eux, avancent avec une froide rigueur. Ils savent que chaque détail compte, que la vérité se cache dans les interstices du temps. Dès les premières heures, la priorité est donnée à la reconstitution technique. Les experts de la police scientifique passent plusieurs jours dans l'appartement scellé. Ils démontent les restes du mur, prélèvent chaque fragment de plâtre, chaque grain de poussière. Sous la couche superficielle, ils découvrent des traces minuscules de colle polymère, datées précisément de juin 2017. Une datation cruciale, confirmant que la cloison a été montée juste après la disparition de Sophie Laurent. À l'intérieur du mur, entre les briques, les techniciens retrouvent plusieurs fibres textiles coincées dans le plâtre. Des fibres appartenant à un tissu synthétique beige, identique à celui d'un tapis retrouvé dans le salon du couple. Des fibres d'ADN masculin, partiellement dégradées, apparaissent aussi sur les rubans adhésifs du sac plastique entourant le corps. Les analyses les plus récentes confirment. Profil génétique concordant avec celui de Marc Dumas,
à 99,87%. Ce résultat scientifique devient le pivot de l'affaire. Mais encore faut-il le transformer en preuve judiciaire. Marc Dumas est convoqué pour une première audition formelle en qualité de témoin assisté. L'homme se présente accompagné d'un avocat. Veste sombre, regard neutre, ton posé. Il nie tout lien avec la mort de Sophie. J'ai quitté Nice avant sa disparition. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Les enquêteurs le confrontent alors aux preuves. Le cheveu retrouvé dans le mur, les empreintes digitales, l'achat de matériel de bricolage, et enfin, la chronologie électrique de l'appartement, une activité anormale enregistrée sur le compteur le 13 juin à 11h24, soit au lendemain de la disparition supposée de Sophie. Le même jour, un retrait de 200 € est effectué au distributeur du coin, à 11h41. Les caméras de surveillance montrent Marc Dumas seul, en tenue de travail. Mis face à ces éléments, il reste impassible. Oui, j'étais passé reprendre mes affaires. Elle n'était plus là. Mais les enquêteurs savent que son calme est une stratégie. Ils attendent en la faille. Elle viendra quelques semaines plus tard, lors d'une seconde audition, après la mise en examen. Cette fois, les policiers le confrontent non plus seulement aux preuves matérielles, mais à la psychologie du geste. Un officier expérimenté lui parle longtemps, sans hausser le ton. Il lui décrit la scène possible, la colère, la peur, le mur, le silence. Pendant un instant, Marc baisse les yeux. Un silence dense s'installe. Puis, d'une voix sourde, il murmure « Je ne voulais pas qu'elle parte. » Cette phrase simple devient le premier aveu partiel, pas une confession complète, mais une reconnaissance d'intention. Les policiers la notent mot pour mot. Il poursuit « Elle est tombée. Sa tête a heurté le sol. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. » Top. Il affirme avoir voulu protéger Sophie, puis avoir perdu le contrôle. Il dit qu'il a agi bêtement, sans comprendre la gravité de son acte. Mais ces mots, loin de l'innocentaire, l'enfoncent davantage. Car en reconnaissant avoir construit le mur par peur, il confirme qu'il savait qu'elle était morte, et que son geste n'était pas celui d'un homme sous le choc, mais celui d'un homme lucide, cherchant à effacer toute trace. Les enquêteurs continuent de creuser. Ils fouillent les relevés bancaires, les historiques d'appels, les archives numériques. Ils découvrent que Marc Dumas avait consulté, 2 jours avant la disparition de Sophie, plusieurs forums de bricolage et de rénovation, dont un sujet intitulé « Comment enfermer un mur creux sans laisser de traces d'humidité ?» Une recherche qui, à elle seule, réduit à néant l'hypothèse de l'accident. À la lumière de ces éléments, le parquet requalifie l'affaire en homicide volontaire aggravé par préméditation partielle. Un mot lourd, mais justifié par la chronologie, la dispute, la mort, la dissimulation planifiée. Dans le même temps, la famille de Sophie se constitue partie civile. Sa sœur, Élise, suit l'enquête de près. Elle assiste aux audiences préliminaires, le visage fermé, déterminé. On nous avait dit qu'elle était peut-être partie d'elle-même. Pendant 8 ans, on a douté. Aujourd'hui, on sait qu'elle n'a jamais eu cette chance. Pour la police judiciaire, cette affaire prend une dimension symbolique. Elle illustre, au-delà du crime, l'incapacité de la société à entendre les signaux faibles de la violence domestique. Un des enquêteurs, dans un rapport interne, écrira « Il ne s'agit pas d'un coup de folie, il s'agit d'une escalade invisible, d'un enfermement lent, jusqu'à l'effacement total de la victime. » Cette phrase résonne dans tout le commissariat. Car derrière chaque constat, chaque preuve scientifique, se dessine une histoire humaine, celle d'une femme que personne n'a su sauver à temps. Les médias s'emparent de l'affaire. Les plateaux de télévision débattent du crime derrière le mur de la momie de Nice, souvent avec des mots trop grands, trop sensationnels. Mais dans les bureaux du juge d'instruction, la gravité demeure. Les enquêteurs, eux, continuent à assembler les pièces du puzzle. Ils auditionnent des anciens voisins, les collègues de Sophie, les amis de Marc. Et peu à peu, un portrait cohérent se dessine, celui d'un homme à la dérive, d'une relation étouffante et d'un drame évitable. Une phrase du rapport final résume le tout. Le mur de la rue Alfred Binet n'est pas seulement une structure. Il est le symbole d'un huis clos fatal, bâti sur le silence et la peur. En décembre 2025, après 6 mois d'instruction, le juge d'instruction clôt la phase d'enquête.
Le dossier compte plus de 200 pages. Les rapports ADN, les expertises psychiatriques, les relevés de téléphonie, les aveux partiels et les témoignages de la famille. Marc Dumas est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour meurtre et dissimulation de cadavres. Lorsqu'il apprend la décision, il ne réagit pas. Son avocat parle à sa place. Mon client maintient qu'il n'a jamais voulu donner la mort. Il reconnaît une faute, pas un meurtre. Mais pour les enquêteurs, pour la famille, pour tous ceux qui ont vu la photo du mur ouvert, les mots ne suffisent plus. La vérité, désormais, appartient à la justice. Le temps de l'enquête est terminé. Celui de la confrontation commence. Marc Dumas, désormais détenu à la maison d'arrêt de Nice, attend son procès. Mais avant l'audience, le juge d'instruction décide d'organiser une série de confrontations décisives avec les proches de la victime, les témoins et les experts. C'est dans cette phase que le voile du mensonge va peu à peu se déchirer. La première confrontation a lieu dans une salle froide du palais de justice. Face à Marc, sa sœur Élise. 8 ans de silence entre eux. Elle le regarde longuement sans parler. Puis, d'une voix ferme, elle dit « Vous saviez qu'elle voulait partir. Vous saviez qu'elle avait peur. Pourquoi vous n'avez pas simplement ouvert la porte ?» Marc baisse les yeux. Il ne répond pas. Il se balance légèrement sur sa chaise, les mains jointes. Son avocat intervient. Mon client reconnaît une dispute, pas un meurtre. Mais Élise insiste. Vous avez dormi à côté du mur. Vous avez mangé à côté d'elle, pendant des semaines. Vous appelez ça une dispute ? Le silence qui suit est plus lourd que n'importe quelle réponse. Marc ne pleure pas. Il ne nie plus vraiment. Il s'enferme dans un mutisme épais, celui de ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus convaincre. Les experts psychiatres, eux, ne s'y trompent pas. Leur rapport, remis au juge, décrit un profil complexe. Personnalité à traits narcissiques, contrôle obsessionnel, absence d'empathie réelle, capacité de rationalisation extrême, pas de folie, pas de délire, juste une froide logique de possession. Il ne supportait pas l'idée d'être abandonné, écrit l'un d'eux. Le meurtre n'a pas été planifié dans le sens criminel du terme, mais il est né d'un processus psychique ancien. La perte du contrôle sur l'autre équivalait pour lui à une mort symbolique. Il a choisi de tuer plutôt que d'être quitté. Ce diagnostic, sans complaisance, efface définitivement l'idée d'un accident. Il éclaire d'une lumière clinique les zones d'ombre du drame. D'autres témoignages viennent appuyer cette lecture. Une ancienne compagne de Marc, retrouvée par la police, accepte de parler. Elle raconte des colères imprévisibles, des silences menaçants, des accès de jalousie absurde. Il pouvait être charmant toute la journée, puis exploser pour un simple message sur mon téléphone, et après, il faisait comme si de rien n'était. Elle avait quitté Marc 6 mois avant sa rencontre avec Sophie. Elle aussi avait reçu des appels anonymes après la rupture, un détail que les enquêteurs n'avaient jamais relevé jusque-là. Les analystes téléphoniques confirment que ces appels provenaient d'un vieux téléphone prépayé, acheté avec la même carte bancaire que celle utilisée pour les matériaux de construction du mur. Une preuve supplémentaire du schéma répétitif de contrôle et d'intimidation. Le 17 février 2026, un nouvel élément relance l'affaire. Les techniciens en cybercriminalité parviennent à récupérer des fragments de données d'un disque dur retrouvés dans un garde-meuble loué par Marc Dumas. Parmi les fichiers effacés, plusieurs documents personnels, des photos de Sophie, des captures de messages et surtout un dossier intitulé « L'épreuve ». À l'intérieur, des copies d'échanges entre eux, des enregistrements audio et un texte étrange daté du 11 juin 2017, la veille du drame. Je suis fatigué de l'avoir douté. Si elle part, je n'aurai plus rien. Je crois qu'elle ne comprend pas que je ne peux pas vivre sans elle. Cette phrase, rédigée de sa main, signe à la fois la préméditation émotionnelle et la conscience de l'acte. Le parquet y voit la preuve d'une intention. Marc, lors de la confrontation, tentera de minimiser. C'était juste un journal, des mots qui me passaient par la tête. Mais le ton de ses écrits trahit une obsession. Une colère contenue, prête à éclater. Les médias suivent désormais chaque rebondissement. Les journaux parlent du meurtre du mur, des confessions du silence. Mais la famille, elle, se tient à distance. Élise refuse les plateaux télé. Elle veut que le procès reste un moment de justice, pas de spectacle. On veut juste que tout soit dit, sans haine, sans vengeance.
Son courage impressionne les magistrats. Elle se tient droite à chaque audience, note tout, relit les rapports. C'est elle qui, à la fin de l'instruction, demandera à ce qu'une plaque commémorative soit posée sur la façade de l'immeuble, en mémoire de sa sœur. Une manière de rendre visible ce que Marc avait voulu effacer. Les jours précédant le procès, la tension monte. Dans sa cellule, Marc Dumas reçoit la visite d'un aumônier. L'homme de foi dira plus tard aux enquêteurs. Il ne demandait pas pardon. Il voulait seulement comprendre comment tout cela avait pu lui échapper. Il disait « Je voulais qu'elle reste. Pourquoi elle n'a pas compris ?» Cette phrase, répétée comme un mantra, révèle toute la logique du crime. Sophie n'avait pas le droit de partir. Et puisqu'elle voulait s'échapper, il l'a enfermée pour toujours. Au terme de ces mois d'instruction, le juge signe l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises. L'acte d'accusation est limpide. Avoir volontairement donné la mort à Sophie Laurent, dans un contexte de domination psychologique, puis avoir dissimulé son corps dans une cloison de son domicile, dans le but d'effacer toute trace du crime. L'avocat de la défense annonce qu'il plaidera l'absence d'intention homicide. Mais le dossier est lourd, les preuves sont nombreuses, et surtout, la France entière connaît désormais l'histoire du mur. Quelques jours avant l'ouverture du procès, Élise dépose des fleurs blanches au pied de l'immeuble de la rue Alfred Binet. Personne ne dit rien. Le vent du soir glisse sur les façades, emportant les odeurs de mer et de poussière. Derrière les murs rénovés, le souvenir de Sophie semble flotter encore, silencieux mais indestructible. La salle d'audience de la cour d'assises des Alpes-Maritimes est pleine ce matin-là. Derrière les boiseries sombres, un silence presque religieux s'installe. 8 ans après la disparition de Sophie Laurent, 3 ans après la découverte de son corps emmuré, le procès du meurtre de la rue Alfred Binet s'ouvre enfin. Sur le banc des accusés, Marc Dumas, costume gris, épaules rigides, visage impassible. Autour de lui, les caméras sont interdites, mais les stylos des journalistes griffonnent sans relâche. Le public, lui, retient son souffle. On attend moins la colère que la vérité. Le président de la Cour rappelle les faits d'une voix mesurée. Les dates, les lieux, la découverte du mur, les preuves ADN, les empreintes, la lettre jamais remise. Puis il se tourne vers Marc. « Monsieur Dumas, reconnaissez-vous avoir dissimulé le corps de Sophie Laurent derrière un mur que vous avez construit ?» L'accusé hésite, inspire profondément, puis répond « Oui, mais je ne l'ai pas tué. C'était un accident. » Cette phrase, prononcée d'un ton sec, déclenche un murmure dans la salle. Le président poursuit calmement. « Vous l'avez dissimulé, nettoyé les lieux, envoyé des messages à ses proches pour faire croire qu'elle était vivante. Est-ce que cela, un accident ?» Marc baisse les yeux, croise les mains. Il répète « Je voulais éviter les ennuis. J'étais paniqué. » Mais à cet instant, tout le monde comprend que la panique n'explique pas un mur scellé, ni 8 années de silence. Le premier jour du procès est consacré à la lecture du dossier. Les experts viennent les uns après les autres. Le médecin légiste explique les fractures, la compression thoracique, la posture du corps. Le technicien de la PG détaille les analyses ADN, les fibres de plâtre, les empreintes. Et puis, le psychiatre judiciaire prend la parole. Ce crime est celui d'un homme qui ne supporte pas de perdre le contrôle. Il n'a pas tué dans la rage, mais dans la volonté de garder l'autre pour lui, coûte que coûte. Ces mots glacent l'auditoire. Le procureur, lui, les reprend dans sa plaidoirie du 3e jour. Ce mur, mesdames et messieurs les jurés, n'était pas un simple mur. C'était un tombeau construit de sang-froid. L'accusé n'a pas perdu la raison, il a perdu son humanité. Dans le box, Marc Dumas fixe le vide. Pas un geste, pas une larme. Seule sa mâchoire se contracte à l'évocation du mot « meurtre ». Les témoins défilent ensuite à la barre. Amélie, l'amie d'enfance de Sophie, s'avance la première. Elle parle d'une voix tremblante mais ferme. Elle m'avait dit qu'elle voulait partir. Elle avait peur. Elle ne riait plus. Ce n'était plus la même personne. Puis la sœur de la victime, Élise, vient à son tour. Elle tient entre ses mains une photo de Sophie souriante, prise sur la promenade des Anglais. Ce sourire, c'était avant lui. Après, elle s'est éteinte peu à peu. On n'a pas su la protéger.
La salle écoute, silencieuse. Le président remercie Élise et lui demande si elle veut ajouter quelque chose. Elle répond « Non, je veux juste qu'il dise enfin la vérité ». Mais Marc, toujours, se tait. Il ne regarde personne, pas même la photo. Le 4e jour, la défense tente de renverser la perspective. L'avocat de Marc plaide l'accident, la maladresse, la panique. Mon client a agi dans la confusion. Il n'a pas voulu tuer, il a voulu cacher ce qu'il ne comprenait pas. Ce n'est pas un monstre, c'est un homme qui s'est détruit en même temps qu'il l'a perdu. Il évoque la fragilité psychologique de son client, les remords silencieux, la solitude. Certains jurés baissent les yeux, touchés malgré eux par la nuance. Mais le procureur reprend la parole avec gravité. 8 ans de silence, mesdames et messieurs. 8 ans pendant lesquels il a dormi paisiblement, pendant qu'une famille cherchait un corps. Est-ce cela, la panique? Est-ce cela, l'amour? Ici, ça dit. Il se tourne vers Marc. Vous avez eu 8 ans pour dire un mot. Vous ne l'avez jamais dit. Aujourd'hui, ce mot, la justice va le prononcer à votre place. Choki. Le dernier jour, l'audience atteint son apogée émotionnel. Les jurés, le visage fermé, écoutent les dernières déclarations. Marc, enfin, accepte de parler. Il se lève, la voix basse. Je ne me souviens pas de tout. On s'est disputé, elle est tombée, j'ai paniqué, j'ai voulu ranger, cacher, je ne sais pas pourquoi, je regrette. Un brouhaha parcourt la salle. Ranger. Ce mot prononcé à la place de enterrer, de tuer. Un lapsus presque inhumain, révélateur. Le président le fixe longuement. Vous avez voulu effacer ce qui vous échappait. Vous l'avez rangé derrière un mur. Ce mot, monsieur Dumas, dit tout. Et détimé, dit. Après 5 jours de débat, la cour se retire pour délibérer. Les heures s'étirent. Dans le couloir, Élise attend, droite, silencieuse. Quand les jurés reviennent, la tension est à son comble. Le président lit lentement. La cour et le jury déclarent Marc Dumas coupable de meurtre sur conjoint et de dissimulation de cadavre. Un frisson parcourt la salle. Marc baisse la tête. En répression, la cour le condamne à 22 ans de réclusion criminelle. Aucun cri, aucune effusion, juste un long silence. Élise ferme les yeux. Quelques larmes coulent, discrètes. Le public, debout, reste figé. Le procureur incline légèrement la tête en signe de respect. Marc Dumas est reconduit, menottes au poignet, sans un mot. Avant de franchir la porte, il se retourne vers la salle, puis vers la photo de Sophie posée sur la table de la partie civile. Son regard s'attarde une seconde, puis s'efface. Le bruit de la porte métallique résonne comme un point final. Dehors, le soleil de Nice éclaire la façade du tribunal. Les journalistes se pressent, les caméras s'allument, mais Élise ne parle pas. Elle sort calmement, serre la photo de sa sœur contre elle et murmure simplement « Ce n'est pas une victoire, c'est la fin du silence. » Dans les jours qui suivent, la façade de l'immeuble de la rue Alfred Binet retrouve une apparente tranquillité. Les habitants continuent leur vie. Mais une plaque discrète, installée à la demande de la famille, rappelle désormais l'histoire. À la mémoire de Sophie Laurent, 1983-2017. Son nom ne doit plus jamais être muré dans le silence. Et pour la première fois depuis 8 ans, la ville semble respirer. Le procès est terminé, mais l'histoire de Sophie Laurent, elle, continue de vivre, dans les mémoires, les consciences et les rues de Nice. Lorsque la sentence est tombée, un silence étrange a traversé la ville. Ni vengeance, ni triomphe, juste une gravité tranquille, celle qu'on ressent lorsqu'une vérité enfin dite laisse derrière elle un vide irréparable. Quelques jours après le verdict, Élise retourne une dernière fois devant l'immeuble de la rue Alfred Binet. Il fait beau, un ciel bleu presque ironique. Les façades rénovées brillent sous le soleil, et rien, à première vue, ne trahit le drame qui s'y est joué. Pourtant, lorsqu'elle pose sa main sur la pierre, elle dit avoir senti le froid du mur, comme si la douleur y demeurait encore, imperceptible. Elle est là quelque part, pas dans ce mur, mais dans le silence qu'il a laissé. Et elle reste longuement immobile, les yeux fermés. Puis elle dépose une fleur blanche au pied du bâtiment. Des passants s'arrêtent,
la reconnaissent, baissent la tête en signe de respect. Sophie n'est plus une inconnue. Elle est devenue un symbole, celui d'une voix qu'on n'a pas entendue à temps. L'affaire du mur de Nice aura bouleversé bien au-delà des frontières locales. Dans les semaines qui suivent, plusieurs associations de défense des victimes de violences conjugales se mobilisent. Elles réclament des moyens supplémentaires, des campagnes d'alerte, des lignes d'écoute renforcées. Les journaux publient des tribunes. Les émissions de radio ouvrent leurs micros aux survivantes. Et pour la première fois depuis longtemps, la question du silence domestique devient un sujet national. Une sociologue, interviewée dans Le Monde, résume ainsi « Ce mur, ce n'est pas seulement celui de la rue Alfred Binet. C'est celui qu'on dresse autour de soi quand on ne veut pas voir. Quand la peur devient banale, quand les cris deviennent des bruits de fond. » Ces mots trouvent un écho particulier, parce qu'ils disent ce que l'histoire de Sophie a révélé. La lenteur des signes, l'indifférence des voisins, la banalité du danger. Dans la Drôme, les parents de Sophie vivent désormais à l'écart des médias. Leur maison, simple, modeste, respire la pudeur. Sur le buffet du salon, une photo encadrée montre Sophie adolescente, sourire franc, regard tourné vers l'avenir. Sa mère confie, d'une voix douce, « On a passé des années à attendre un appel, un miracle. Maintenant, on se contente de lui parler chaque matin. » Son père, lui, reste silencieux. Il bricole, jardine, répare ce qui casse, comme pour reprendre un peu de contrôle sur un monde qu'il ne comprend plus. Ce qu'on veut, c'est qu'on se souvienne d'elle autrement que par ce mur, qu'on parle de sa vie, pas seulement de sa mort. À Nice, une plaque a été inaugurée au printemps suivant. Une cérémonie sobre, sans caméra, en présence de la famille, des enquêteurs et des associations. Le maire y a prononcé quelques mots. Que plus jamais un mur ne serve à cacher le silence. Que plus jamais la peur ne trouve refuge dans nos foyers. Ce jour-là, Élise a pris la parole pour la première fois publiquement. Sa voix tremblait un peu, mais ses mots portaient juste. Et ma sœur n'était pas une victime. Elle était une femme libre qu'on a voulu enfermer. Aujourd'hui, sa liberté, c'est notre devoir. La foule a applaudi longtemps, sans bruit excessif, juste une émotion retenue. Dans les mois suivants, plusieurs documentaires et podcasts reviendront sur l'affaire. Des journalistes retraceront l'enquête, les erreurs, les silences. Mais ce sont surtout les témoignages anonymes, venus de femmes de toute la France, qui bouleverseront les enquêteurs eux-mêmes. Des récits de peur, de contrôle, d'isolement, souvent restés tus pendant des années. Certains diront même que grâce à l'histoire de Sophie, ils ont trouvé la force de parler, de partir, de demander de l'aide. C'est sans doute là, au-delà du verdict, que réside le véritable héritage du drame. Marc Dumas, lui, purge sa peine à la prison de Grasse. Il ne reçoit presque plus de visites. Il a refusé les interviews, refusé même de participer à un programme de réinsertion. Son avocat dira plus tard, il vit dans un mutisme complet. Il écrit parfois des lettres qu'il n'envoie pas. Il se décrit comme quelqu'un qui a tout perdu sans comprendre comment. Mais ceux qui l'ont vu affirment qu'il reste enfermé dans la même logique qu'autrefois. Une incapacité à reconnaître l'autre comme un être distinct. Une absence totale de remords véritable. Un détenu dira à un journaliste « Il passe ses journées à réparer des meubles, toujours à rebâtir quelque chose. » comme s'il cherchait encore à masquer une faille. Pour Élise, la reconstruction est lente, mais réelle. Elle a quitté Lyon pour revenir vivre dans le sud, non loin de la mer que sa sœur aimait tant. Elle s'est engagée dans une association d'aide aux victimes. Elle accompagne d'autres familles confrontées à la disparition ou à la violence. C'est la seule façon d'avancer. Si son histoire peut en sauver une autre, alors elle n'aura pas disparu pour rien. Chaque année, au mois de juin, elle se rend sur la promenade des Anglais avec quelques proches. Ils déposent une gerbe de fleurs blanches dans la mer. Pas de discours, pas de caméra, juste le bruit des vagues et le vent du soir. Sophie aimait la mer, dit-elle. Elle disait que les vagues finissent toujours par tout ramener, même ce qu'on croyait perdu. Aujourd'hui, le nom de Sophie Laurent n'est plus associé uniquement à un crime, mais à un mouvement, à une prise de conscience. Dans les commissariats, dans les tribunaux, dans les écoles de police,
Son histoire sert d'exemple pour la formation sur les violences intrafamiliales. Les mots « mur de silence » sont devenus une métaphore que l'on cite pour rappeler l'importance d'écouter, de signaler, de ne pas détourner le regard. Car au-delà de la tragédie individuelle, l'affaire de la rue Alfred Binet a mis en lumière une vérité universelle. Les drames les plus terribles ne se déroulent pas toujours dans les rues sombres, mais parfois derrière les murs les plus ordinaires. Et lorsque le soir tombe sur Nice, que les lumières du marché s'éteignent peu à peu, certains habitants jurent encore entendre, dans le calme de la rue, le souffle discret d'une mémoire qui ne veut pas mourir. Une mémoire qui rappelle que la liberté d'une femme ne devrait jamais dépendre de la peur d'un homme. Sophie Laurent n'est plus. Mais à travers chaque parole libérée, chaque silence brisé, quelque chose d'elle continue de vivre, pas derrière un mur, mais dans la lumière,